Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension des enjeux et des tendances au sein du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec patrimoine thématique au sein duquel nous nous demanderons comment faire face aux défis de la transmission d'entreprises familiales. Un point que nous ferons avec Christophe Gerchel, associé fondateur du cabinet Alérion. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux produits structurés avec une question simple. Pourquoi cette année tout le monde fait-il des produits structurés? Une question que nous poserons à deux professionnels de l'accompagnement en gestion de patrimoine, à Thaïs Castan, associé au sein du cabinet L&A Finance, mais aussi à Adrien Dinewet, co-gérant associé chez Reward Patrimoine. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous nous demanderons ensemble ce qu'est une GAP, une garantie actif-passif, une question que nous poserons à Benjamin Prodhomme, associé gérant chez Césambre Capital. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment faire face aux défis de la transmission d'une entreprise familiale? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Patrimoine thématique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Gerchel. Bonjour Christophe Gerchel. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé fondateur du cabinet Alérion, en charge notamment d'une équipe M&A et d'une équipe fiscale. Vous êtes également, et on en parlera, fondateur de l'ONG Green Sanctuaries. Vous accompagnez régulièrement des entrepreneurs, des entreprises face à ce défi de la transmission. Est-ce qu'on parle de défi véritablement quand il s'agit de transmettre une entreprise familiale, Christophe Gerchel? Oui, c'est un défi parce que ce sont des opérations complexes qui mettent en lumière un certain nombre de sujets différents. On a des sujets émotionnels, on a des sujets juridiques, on a des sujets fiscaux. Et donc, il faut, pour qu'une transmission soit réussie, ce qui est l'objectif, il faut bien la préparer et bien y penser. Le plus difficile, c'est quoi? C'est les sujets juridiques, fiscaux, ou c'est l'émotionnel, la préparation, l'idée même potentiellement qu'il y ait une succession aux fondateurs ou en tout cas aux dirigeants actuels de l'entreprise? Alors, ça va dépendre des sociétés et des groupes, bien entendu. Mais la semaine dernière, il y a une étude de la BPI qui disait que 370 000 entreprises vont changer de main dans les 5 ans qui viennent. Bien sûr. C'est relativement important et quand on est dans une très petite entreprise, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est dans une grande entreprise. Mais je dirais que ce sont les enjeux émotionnels auxquels on pense le moins et qui sont sans doute les plus importants. Et ce sont des enjeux qu'il faut bien préparer, à la fois vis-à-vis du dirigeant ou de la dirigeante en place, qui est souvent l'actionnaire et qui va laisser la main. Bien sûr. Ah oui, déjà, il faut accepter de laisser la main, c'est ça? Il faut accepter de laisser la main. Vous savez, c'est des choses qui ont été théorisées. On a des syndromes, le syndrome du général qui veut revenir, le syndrome du fantôme qui soi-disant a disparu, mais qui de temps en temps réapparaît. Voilà. Et puis, c'est aussi un problème, en tout cas, une préparation à faire avec ceux qui reprennent. Et dans ce dont on va parler ce matin, c'est-à-dire la transmission des entreprises familiales, sont souvent les enfants. Bien sûr. Et souvent, il y a des enfants. Et ce ne sont pas tous les enfants qui reprennent. Et donc, voilà, il y a des problématiques à gérer qui touchent la famille et qui touchent l'émotionnel. Concrètement, quelles sont les problématiques quand on parle de transmission d'entreprise familiale? Est-ce qu'il y a différents cas et quelles sont les manières d'accompagner sur le sujet? Alors nous, si je le prends avec mon prisme d'avocat, évidemment, on a la technique, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des réunions, il va falloir faire des pactes de famille, il va falloir faire des pactes d'associés, il va falloir changer les statuts de la société. Ça, c'est la première chose. Il va y avoir des problématiques fiscales, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a un certain nombre d'outils importants pour transmettre dans des bonnes conditions fiscales. Et puis ensuite, il faudra préparer justement en faisant des réunions de famille pour voir comment ça peut s'organiser, sachant que les enfants qui vont reprendre n'ont pas tous vocation nécessairement à devenir dirigeants. Bien sûr. Ils peuvent être des bons actionnaires et de très bons actionnaires sans être dirigeants. Et on prépare quand même la transmission avec tous les futurs actionnaires, même ceux qui ne seront pas dirigeants pour le coup. C'est là un peu la complexité aussi. Bien sûr, parce que pour être si je pars du moins exécutif vers le plus exécutif, pour être un bon actionnaire, il faut être préparé. Pour être un bon membre du board, il faut être préparé. Et pour être un bon dirigeant, il faut aussi être préparé. Donc, c'est pas que celui qui sera ou celui ou celle qui sera dans les sujets opérationnels, c'est tout le monde. Exactement. Et ce qui est bien aussi, c'est de ne pas avoir trop de non-dits. Et c'est pour ça que les réunions à l'intérieur de la famille, avec plusieurs générations, sont très utiles
utiles parce qu'elles font sortir les sujets importants. Et nous, en tant qu'avocats, on est là aussi pour accueillir et accompagner ces sujets. Bon, on tourne cette émission en fin d'année 2025. Le sujet fiscalité est un sujet qui n'est pas encore tout à fait stabilisé au niveau national. Pour autant, quand il s'agit de transmission d'entreprise familiale, comment est-ce qu'on regarde l'aspect fiscalité ? Alors, je crois que vous allez recevoir Renaud Dutreil prochainement. On a d'abord ce fameux pacte Dutreil qui aujourd'hui est l'objet de toutes les attentions. Bien sûr. On a pas mal de... C'est un outil qui facilite énormément la transmission d'entreprise familiale. Oui, alors il la facilite parce qu'il y a un abattement de 75%. Bien sûr. Et cet abattement peut se cumuler avec un autre abattement de 50% si on donne son entreprise avant 70 ans, voire un abattement supplémentaire si on donne de manière démembrée. Donc c'est soit les 50%, soit l'abattement pour le démembrement. Mais ces deux abattements peuvent se cumuler avec 75%. Les 75% de l'abattement Dutreil, c'est relativement important parce que vous savez que le taux des droits de donation en France monte jusqu'à 45%. Bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de ne pas avoir à vendre l'entreprise lorsqu'on la transmet. Est-ce qu'il y a d'autres aspects fiscaux à anticiper quand on veut transmettre son entreprise familiale ? Ça tourne beaucoup autour du Dutreil et du pacte Dutreil Non, actuel. ça tourne quand même beaucoup autour du pacte Dutreil. Peut-être un point d'attention, c'est que jusqu'à maintenant, en gros, il y a un abattement de 75%. Ça ne vise que la partie non patrimoniale, c'est-à-dire les entreprises qui sont opérationnelles, et les holdings, soit animatrices, soit patrimoniales, mais qui détiennent directement des entreprises opérationnelles. Donc ça, c'est une première contrepartie. La deuxième contrepartie, c'est que les repreneurs doivent garder pendant un certain temps. Et ce certain temps, c'était aujourd'hui 6 ans. Un pacte collectif de 2 ans, un pacte individuel de 4 ans. Et on est en train aujourd'hui, hier, il y avait des questions au Sénat sur l'allongement de 6 à 8 ans de cet engagement. Et je pense que ça serait assez logique, finalement. Et on a aussi certains actifs non professionnels qui seraient exclus, quand bien même la majorité serait professionnelle. Vous évoquiez aussi l'idée effectivement donc de la reprise et de la stratégie de la reprise des enfants. Qu'en est-il de l'intégration de valeurs ou de questionnements, par exemple sur les sujets environnementaux ou sur les sujets sociaux, qui sont des sujets qui reviennent beaucoup à l'heure actuelle, quand ça n'a pas été pris en charge, par exemple, par la génération en place à l'heure actuelle, mais que c'est une volonté des générations futures. Est-ce que ça devient un défi supplémentaire dans la transmission de l'entreprise ? Oui, alors Nicolas, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fondé une ONG qui s'appelle Green Sanctuaries et qui protège les forêts, notamment les forêts tropicales humides autour du globe et qui s'intéresse donc à la biodiversité. Et on voit que sur ces sujets de lutte contre le réchauffement climatique, de protection de la biodiversité ou les sujets sociaux, eh bien, il y a des potentiels conflits de génération. Pas toujours, mais parfois les jeunes générations sont plus intéressées par ces sujets, veulent soit aller vers une entreprise à mission, soit... Donc faire évoluer l'entreprise familiale qu'on leur aura transmise. Exactement, faire évoluer l'entreprise familiale, et ça peut donner lieu à des petites frictions. Là aussi, on doit accompagner. Alors moi, j'accompagne avec un biais, parce que j'essaye de faire comprendre que c'est important aussi de réfléchir plus largement que dans l'entreprise, bien sûr. C'est l'entreprise qui prime, et c'est performance économique, mais il y a aussi le reste qui est très important. En conclusion, Christophe Gerchel, un conseil, comment est-ce qu'on fait pour réussir sa transmission d'entreprise familiale ? Déjà, ça prend combien de temps une transmission réussie ? Alors, pour répondre à la première question, je dirais un seul mot, il faut anticiper, y réfléchir et être transparent et bien communiquer. Voilà, anticiper, c'est ça le maître mot. Combien de temps ça prend ? Je dirais que 6 mois, 1 an de réflexion, de réunion pour bien faire les choses, ça me paraît un minimum. Merci Christophe Gerchel de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé du fondateur du cabinet Allerion. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de prendre un petit peu de recul sur la profession des gestionnaires donc de patrimoine. Nous allons nous demander ensemble pourquoi
tout le monde ou pourquoi une majorité de la profession propose à l'heure actuelle des produits structurés. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine 2 experts du sujet et surtout 2 experts de l'accompagnement en matière de gestion de patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour. Vous êtes associé au sein du cabinet L&A Finance et nous avons le plaisir d'accueillir également Adrien Dinouette. Bonjour Adrien Dinouette. Bonjour. Vous êtes co-gérant associé chez Reward Patrimoine. Vous faites l'un et l'autre des produits structurés. Vous proposez des produits structurés à vos clients? Oui, absolument. Oui. Thaïs Castan également. Oui, surtout en ce moment. Et alors, première question, peut-être pour vous, Thaïs Castan, qui est d'ailleurs la thématique de l'émission. Pourquoi tout le monde fait-il depuis un an et demi, voire 2 ans, des produits structurés? C'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens, beaucoup de professionnels de la gestion de patrimoine nous évoquer l'opportunité qu'il pouvait y avoir sur les produits structurés à capital garanti. On a l'impression que il ne se passe plus une fois où l'on demande des stratégies un petit peu globales en matière de gestion de patrimoine sans qu'on évoque les produits structurés. Comment est-ce qu'on explique ça, Thaïs Castan? Je pense que c'est essentiellement dû à l'incertitude sur les marchés boursiers. C'est-à-dire que avant, il y avait des crises qui étaient plus espacées. Aujourd'hui, les crises sont très rapprochées, les marchés sont très volatiles et puis il y a aussi un climat anxiogène par rapport à l'avenir. Donc je pense que le fait d'avoir un produit avec un scénario connu à l'avance, ça rassure les clients, ça rassure peut-être aussi les conseillers. Bien sûr. Et en tout cas, voilà, c'est une solution qui permet dans son portefeuille à la fois d'investir intelligemment parce qu'on a une rentabilité qui est quand même intéressante. Tout dépend des produits, mais bon. Et qui est donnée à l'avance. Aussi, et puis aussi plus intéressante que des produits, vous voyez, à capital garanti comme les fonds en euros ou autres. Et puis en plus de cela, on connaît les conditions. Ça veut dire que, comme vous le dites, on connaît à la fois est-ce qu'on va avoir une barrière de protection en capital, quelle va être la rentabilité, quelle va être la durée aussi potentiellement du produit. Donc c'est intéressant. Donc ça rassure dans un contexte d'incertitude, ça rassure le client et potentiellement celui ou celle qui conseille le produit aussi, si je comprends bien. On est plus, on est plus encadré, on est plus sécurisé, on est plus confort sur le conseil qu'on propose aux clients. Adrien Dinouette, même question. Selon vous, pourquoi est-ce que tout le monde se met ou s'est mis depuis 2 ans à faire des produits structurés? Je vais rejoindre Thaïs. Effectivement, en ce moment, quand on regarde les marchés, même les marchés actions, ils sont quand même plutôt assez élevés. Tout le monde parle un petit peu de la bulle IA qu'on peut avoir aux États-Unis. Si on regarde le marché européen et même le marché asiatique, on reste quand même sur des niveaux qui sont quand même assez élevés. Et donc, les produits structurés, effectivement, apportent une certaine certitude, en tout cas, sur les rendements qu'on peut proposer. Il y a eu beaucoup de produits à capital garanti qui ont été proposés, je dirais, depuis 2 ans. Oui. Au début, on a vu un petit peu ce qu'on appelle les notes taux fixes, donc qui sont des produits qui donnent un rendement qui est garanti par l'émetteur sur une durée en général de 12 ans, avec un rappel au gré de l'émetteur. Ça, c'était des produits qu'on avait vus quand il y a eu la remontée des taux. D'accord. Donc ça, c'est, je dirais, il y a 2 ans. a fait le retour des produits structurés. C'est le retour des produits structurés, même de cabinets en gestion de patrimoine qui ne faisaient pas forcément des produits structurés, qui sont mis aux produits structurés à ce moment-là. Ouais. Après, on a vu pas mal de produits structurés sur le CMS 10 ans. Donc, d'accord. Le CMS 10 ans qui a un taux moyen européen à 10 ans, mais qui est grosso modo le Euribor 6 mois en moyenne sur une durée de 10 ans. Il y a eu beaucoup de produits là-dessus qui ont été faits avec des rendements qui pouvaient atteindre des 6, 7, 8, voire 10% suivant les conditions. Et aujourd'hui, on voit pas mal de produits sur le Euribor 12 mois. D'accord. Pourquoi ? Parce que finalement, je pense que toute la classe d'actifs, toutes les personnes de la profession, se sont rendus compte que finalement, il y a un peu plus de lisibilité sur les taux courts que sur les taux longs. Bien sûr. Du coup, aujourd'hui, on voit plutôt des produits sur l'Euribor 12 mois, l'Euribor 3 mois, qui sont beaucoup plus corrélés aux annonces des banques centrales et aux anticipations. Donc on voit quand même des évolutions dans les produits proposés aux clients, Thaïs Castan, même si, parce qu'on parle de la grande famille des produits structurés, et puis après il y a autant de stratégies qu'on veut. Ça a commencé avec les produits à capital. D'ailleurs, je crois que c'est pas capital garanti, mais capital protégé à l'échéance. C'est un terme qui est un peu galvaudé, c'est une barrière de protection en capital et c'est à l'échéance, effectivement. Il y a toujours effectivement le risque émetteur qu'il faut toujours regarder Bien sûr, cas de faillite de l'émetteur. Néanmoins, je vais rajouter un petit point. Allez-y, Adrien Dinouette. On a vu quand même la faillite de Crédit Suisse. Oui, bien sûr, qui il faut l'avoir en tête. C'est pas si mal passé parce que les investisseurs qui étaient sur des produits Crédit Suisse sont retrouvés sur finalement des produits qui sont gérés par UBS aujourd'hui. Donc, on a eu un petit peu le scénario de marché
Mais ça montre quand même que le risque émetteur. Mais le risque émetteur est un risque qui est à prendre en compte. Thaïs Castan, oui. Non, je rejoins Adrien sur le sujet aussi où on en a un peu pour tous les goûts, c'est-à-dire que contrairement aux produits à capitaux garantis où on va retrouver par exemple uniquement le fonds en euros et on n'a pas tellement le choix chez les assureurs, là en termes de produits structurés, on a une diversité finalement aussi bien d'émetteurs que de stratégies, que de conditions également au sein du produit. Donc c'est intéressant de pouvoir répondre aussi aux besoins du client grâce à cette classe d'actifs en fonction de comment il est conçu et de ne pas être dépendant d'une seule, d'une seule stratégie finalement. Oui, bien sûr. Mais alors, la question qu'on peut se poser vu de l'extérieur, c'est est-ce que c'est le retour, enfin c'est la baisse des taux, enfin le retour des produits à capital garanti qui a amené la profession à se réintéresser au sujet et maintenant du coup en fait on voit différentes stratégies se mettre en place ou est-ce que c'est le contexte de marché qui explique qu'on fait appel à des produits structurés aujourd'hui et puis ça changera demain? Est-ce qu'il y a des sujets peut-être aussi de rémunération ou autres qui peuvent rentrer en ligne de compte? Comment est-ce qu'on explique que ce soit une stratégie qui soit très développée aujourd'hui, Thaïs Castan et ensuite Adrien Dinouet? Bon, je dirais que c'est plutôt par rapport au contexte de marché. C'est vrai qu'on est arrivé à un moment donné, il y a 3-4 ans, où les fonds en euros ne rapportaient plus grand-chose, Oui. malgré la garantie qu'il y avait en face. Donc la question se posait de se dire, on a une inflation qui est galopante, mais les fonds en euros rapportent moins que cette inflation. Donc quoi faire? Là, se sont structurés ces produits qui permettent à la fois d'apporter une rentabilité plus intéressante, tout en ayant des garanties en face pour l'investisseur. Suite à ça, il y a eu aussi l'immobilier qui a commencé à être chahuté. Donc, quels allaient être les produits refuges finalement? Donc, je pense que c'était vraiment un contexte de marché. Après, en ce qui concerne la rémunération, c'est vrai qu'il y a différentes politiques à ce niveau-là. Nous, le cabinet, LEA Finance est très clair sur le sujet. On préfère... Évidemment, le choix de la rémunération va être un critère de sélection, mais ce n'est pas le prioritaire parce qu'en réalité, nous, on sélectionne des produits structurés qui sont à échéance courte, c'est-à-dire ils sont rappelés au bout de 1 an et demi. Et on préfère que nos clients soient satisfaits à court terme pour refaire un investissement par la suite une fois que les fonds seront rappelés. Et puis, pourquoi pas nous recommander aussi à leur entourage qui aurait les mêmes problématiques, plutôt que de se rémunérer sur un seul produit en front et puis après, voilà, ne plus avoir de nouvelles du client. Vous voyez. D'accord. C'est plutôt sur le long terme, je dirais. Adrien Dinouet, même question. Est-ce qu'il y a aussi un aspect rentabilité pour les CGP sur les produits structurés? Alors forcément, je pense. Après, ça va dépendre des cabinets de gestion de patrimoine, ça va dépendre des réseaux. Des stratégies. En général, quand on voit des produits bancaires, en réseau bancaire, ils sont ultra margés pour les clients. Quand vous avez des produits structurés chez des cabinets de gestion de patrimoine, c'est en général qui sont beaucoup moins margés. Après, effectivement, il y a une stratégie qui peut être mise en place chez certains cabinets pour la mise en place des produits structurés et de certaines marges. Nous, au cabinet, en tout cas, on fait également attention à ça. Je pense que le plus important, ça reste de proposer un produit qui soit cohérent avec le client, qui soit rappelé également rapidement, parce que mine de rien, quand vous avez un produit qui est rappelé rapidement, ça augmente également le rendement pour le client. Parce que quand vous partez sur un produit qui part sur 10-12 ans, vous ne savez pas à la fin si vous allez être rappelé ou pas, soit ça va être zéro, soit ça va être une performance à 50%. D'accord. Finalement, une sortie, ouais. Oui, effectivement, parce que quand vous avez une sortie plus rapide, ça augmente mécaniquement ce qu'on appelle le TRI, donc le taux de rendement pour le client. Donc, avoir une stratégie qui, à la fois, effectivement, peut rémunérer le cabinet, mais surtout le client, et une stratégie qui est assez courte en termes de sortie, c'est une stratégie qui est plutôt intéressante. Mais qui n'est pas toujours simple. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aussi avec les produits sur le CMS 10 ans, où finalement, si on regarde il y a 1 an, jour pour jour, les taux de la Banque Centrale Européenne, ils étaient à 3%, le CMS était à 2%. Donc le CMS 10 ans anticipait vraiment une baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, on a les taux de la BCE qui sont à 2% et un CMS qui est à 2,80. D'accord. Donc il y a toujours une stratégie dans les produits structurés de savoir à quel moment il faut rentrer. Typiquement, il y a 1 an, ce n'était pas le moment d'y aller sur les CMS 10 ans. Mais voilà, le timing est important, la marge, effectivement, c'est important. Mais il vaut mieux avoir un produit qui est plus margé, qui est au bon timing, qu'un produit qui est moins bien margé, qui est au mauvais timing. Ça reste des conditions de marché, c'est ce qui fait, j'ai envie de dire,
le plus du produit structuré, mais même de tout type de classe d'actifs. C'est intéressant, hein, Thaïs Castan, parce que c'est vrai qu'on dit les produits structurés, parce qu'on ne rentre pas dans le détail de chaque client. Mais derrière, ça nécessite quand même, quand on est professionnel de la gestion de patrimoine, de connaître son sujet, de connaître le timing de marché, comme on investirait en actions, comme on investirait sur des fonds obligataires. Bien sûr. Et puis, il y a une approche plus globale du client, c'est-à-dire qu'on ne lui propose pas uniquement des produits structurés. Il faut que cette solution-là corresponde à sa stratégie globale, parce que oui, il a une épargne financière qu'il faut bien répartir, produits structurés et autres également. Il faut diversifier, hein, il ne faut pas tout mobiliser sur cette classe d'actifs-là. Et puis aussi, il y a d'autres leviers que l'on peut utiliser, hein, le levier des produits retraite, les leviers de l'endettement, du crédit. Donc, tout ça les produits structurés rentrent dans une approche globale du client. Et ce qui est, je dirais, pratique dans cette classe d'actifs des produits structurés, c'est qu'il y a une grande diversité. Et voilà, et comme l'a dit Adrien, il y a par exemple un an ou 2 ans, c'était pas opportun d'investir sur telle ou telle classe d'actifs sur les produits structurés et sur d'autres salaires. Donc, Dernière question pour vous deux, on commence avec vous Thaïs Castan. Cette fin d'année 2025, est-ce que c'est toujours intéressant d'aller sur une stratégie qui intègre des produits structurés au vu des contextes de marché actuels ? Oui, complètement. Alors, encore une fois, sélectionner le produit structuré qui va correspondre au timing, hein, au point d'entrée. Le sujet intéressant sur les produits structurés, c'est qu'on a une fenêtre de tir qui est courte. En réalité, c'est 1 mois à peu près. Donc, sur 1 mois, on arrive quand même à viser un point d'entrée qui est intéressant, aussi bien sur le secteur d'activité que sur la classe d'actifs, que sur la zone géographique. Donc, c'est ce qui va permettre, avec l'actualité, de cibler les opportunités. Adrien Dinouet, même question, dans le contexte de marché actuel, dans les prévisions qu'on peut avoir pour 2026, même si c'est très compliqué de savoir ce qui se passe sur les marchés financiers, mais est-ce que c'est toujours une stratégie adéquate ? Oui, c'est toujours adéquat. Il y a toujours un produit structuré, hein, qui sort au bon moment, au bon timing. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout au début, hein, les marchés actions sont quand même assez élevés aujourd'hui. Donc, un produit à capital garanti, admettons, sur un Euribor 12 mois qui vise potentiellement une baisse de taux pour être appelé. Oui, ça reste une stratégie qui me paraît assez cohérente aujourd'hui. Ouais, effectivement. Il faut toujours, bien sûr, regarder une barrière haute pour que les coupons puissent être détachés pour le client, mais si les conditions sont là, il n'y aura pas de sujet. Et quand vous dites qu'il y a toujours un produit structuré qui sort, ça veut dire que le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'aller sélectionner les produits structurés. On peut aussi demander à les créer. Exactement. Alors, ça dépend de la stratégie des cabinets en gestion de patrimoine. Nous, on aime bien faire nos propres produits structurés. Donc, on choisit soit un émetteur en direct, soit un broker avec lesquels on va faire des produits structurés. Après, vous pouvez également, un cabinet en gestion de patrimoine peut sélectionner un produit structuré qui a déjà été lancé, qui est disponible dans un contrat d'assurance vie X ou Y, chez un assureur ou un produit qui a déjà été émis par des confrères et sur lequel ils veulent s'adosser. Chez LEA Finance Alors, nous, on a une approche complémentaire. Du coup, on sélectionne les gérants qui sont en capacité de concevoir ces produits. Et c'est l'expertise de ce gérant que l'on sélectionne, parce qu'on sait que peu importe finalement, je dirais, la classe d'actifs ou la conception de ce produit structuré, ce gérant a fait ses preuves par la suite et qu'il va choisir les bonnes opportunités. Donc, intéressant. Merci beaucoup Thaïs Castan, associé au sein du cabinet LEA Finance. Merci également Adrien Dinouet, co-gérant associé chez Reward Patrimoine. Merci à tous les deux, merci à vous également. Et on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert, où nous allons nous demander à présent ce qu'est une GAP, une garantie actif passif. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Prodhomme. Bonjour Benjamin Prodhomme. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous, vous êtes associé gérant de Césambre Capital. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est qu'une garantie actif passif ? Alors la GAP, elle est déterminée en fait lors de la vente d'une société dans l'acte de cession. L'enjeu, ça va être de sécuriser l'acquéreur par l'intermédiaire d'un article dans lequel le vendeur va s'engager à indemniser cet acquéreur si certains engagements ou certaines hypothèses ne sont pas respectées. Donc ça peut concerner des actifs ou des passifs, par exemple. Donc par exemple une dette fiscale qui ne serait pas connue lors de la cession, mais qui serait connue post-cession. Donc elle va vraiment venir sécuriser la transaction et éviter au maximum les vices cachés. Quels sont les principaux termes d'une garantie actif-passif ? Alors, vous en avez beaucoup, mais si on prend les 2 principaux, ça va être le montant. D'habitude, on est à environ 10 à 20% du produit de cession. Donc, pour une cession de 10 millions d'euros, ça va être 1 à 2 millions d'euros. Et il y a la durée également, évidemment, qui est d'habitude de 12 à 36 mois. Et le montant, il va être dégressif dans la plupart des cas sur la durée. C'est forcément le vendeur qui met en place cette garantie. Qui fournit la garantie ?
Alors, les garanties, en fait, elles sont fournies soit par des banques, soit par des assureurs. Donc, ça va permettre vraiment de sécuriser cette transaction et l'acheteur va pouvoir appeler la GAP s'il estime que les engagements ou les hypothèses ne sont pas respectées. Si c'est la banque qui la met en place, ça va être une GAPD, une garantie à première demande. Et dans ce cas de figure, le litige, il va devoir être prouvé par le vendeur parce que l'acheteur va pouvoir venir se servir automatiquement sans apporter de preuves en allant chercher la GAP. D'accord, s'il estime qu'il y a un vice caché, il se sert. Exactement, voilà. Ce sera au vendeur de contester. C'est ça, exactement, tout à fait. Et dans le cas d'une GAP assurantielle, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un accord préalable entre l'acheteur et le vendeur, dans la plupart des cas, pour que l'acheteur puisse venir se servir sur la GAP. Donc la GAPD, elle est beaucoup plus engageante, la GAP bancaire est beaucoup plus engageante que la GAP assurantielle. Et qui, dans les négociations de cession d'entreprise, qui décide de mettre ou non une garantie active-passif, ça se fait automatiquement ou c'est dans certains cas seulement? C'est dans la plupart des cas, mais c'est pas obligatoire. Et d'habitude, c'est entre les différents conseils qui peuvent apporter ce conseil. Donc c'est des avocats MNF, fiscalistes qui vont apporter ce conseil ou des notaires spécialisés dans les transactions d'entreprise. Et alors, quand on parle des banques ou des sociétés d'assurance, comment est-ce qu'elles-mêmes se couvrent pour assurer ce risque? Alors, pour couvrir ce risque, en fait, les avocats l'appellent en fait cette partie-là la garantie de la garantie. Ouais. Finalement, ça va être l'ouverture d'un contrat d'assurance vie, d'un contrat de capitalisation ou d'un compte titre. Il va y avoir des sommes qui vont être placées sur ce contrat, qui vont être sur des supports sans risque, donc du monétaire, du fonds euro, de l'obligataire court terme, par exemple, pour un montant au moins égal à celui de la GAP. Et donc, ça va être en fait une partie du produit de cession qui va être nantie sur un contrat jusqu'à l'extinction de la GAP. Un mot sur le coût d'une telle garantie pour le cessionnaire? Alors, les coûts, ils peuvent être assez variables. Nous, chez Cézanne Capital, on a réussi à obtenir des conditions dérogatoires pour nos clients. Ouais. Donc, il n'y a pas de frais de dossier. Déjà, c'est un point important. Et ensuite, le coût des GAPD, il est d'habitude de 0,1 à 0,3 %. Et le coût de la GAP assurantielle, elle est gratuite. Donc, c'est un point évidemment important. Et donc, on passe directement par sa banque ou par sa société d'assurance ou on passe par des courtiers pour faire appel à une garantie active-passif? Vous pouvez passer par les deux, évidemment. Souvent, la GAP, c'est le grand oublié en fait de l'acte de cession. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est l'autre qui va s'en occuper. Donc, l'avocat va penser que c'est le client va penser éventuellement que c'est sa banque d'affaires s'il y a une banque d'affaires, etc. Donc, tout le monde se rejette un peu la responsabilité. Nous, on est capable de mettre des GAP en place sous un délai de 15 jours, donc c'est extrêmement rapide. D'habitude, dans les banques classiques traditionnelles, c'est au moins un mois, et ça peut entraîner des décalages de closing, ce qui peut être assez pénalisant pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une vraie plus-value qu'on peut apporter. Après, en termes de coûts, d'habitude, les banques classiques traditionnelles elles sont plutôt autour de 1%. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des tarifications qui sont 3 à 10 fois moins chères. Et puis après, un point aussi important de passer par un courtier indépendant, comme par l'intermédiaire de Cézanne Capital, c'est le côté discrétion. Parce que parfois, notamment en région, il y a des cessionnaires qui ne veulent pas que leurs produits de cession arrivent sur leur compte bancaire classique traditionnel. Merci Benjamin Prodhomme de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé gérant de Cézanne Capital. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.